Loi 28. Faites preuve d'audace. Principe. Si vous n'êtes pas sûr de l'issue d'une action, ne vous y lancez pas. Vos doutes et vos hésitations entraveraient son exécution. La timidité est dangereuse. Mieux vaut faire preuve d'audace. Les erreurs commises par audace sont facilement rectifiées grâce à plus d'audace encore. Tout le monde admire l'audacieux. Personne n'honore le timoré. Audace et hésitation, parallèle psychologique. L'audace et l'hésitation suscitent des réactions psychologiques très différentes chez la personne que vous avez en face de vous. L'hésitation sème des obstacles sur votre chemin, l'audace les culbute. Une fois que vous aurez compris cela, vous verrez qu'il est essentiel de surmonter votre timidité naturelle et de pratiquer l'audace. Voici les effets les plus marquants de l'audace et de la timidité. Plus le mensonge est audacieux, mieux c'est. Nous avons tous des faiblesses, et nos efforts ne sont jamais parfaits. Mais le fait d'entreprendre une action avec hardiesse a pour effet magique de masquer nos déficiences. Les escrocs savent que plus le mensonge est audacieux, plus il est convaincant. L'effronterie du menteur rend sa fable crédible et détourne l'attention de ses incohérences. Quand vous montez une arnaque ou que vous siégez à la table de négociation, allez encore plus loin que ce que vous aviez projeté. Demandez la lune et vous serez surpris de voir que souvent vous l'obtiendrez. Quand la proie est tétanisée par la peur, les lions l'encerclent. Les gens ont un sixième sens pour percevoir les faiblesses d'autrui. Si, au cours d'une première rencontre, vous vous montrez prêt à tous les compromis, soumis et docile, vous réveillerez le lion qui sommeille, même en ceux qui ne sont pas foncièrement des prédateurs. Tout dépend de la perception que les autres ont de vous. Dès lors que l'on vous sent aisément acculé à la défensive, souple et enclin à la négociation, vous serez traité impitoyablement. L'audace fait peur. Elle en impose. Plus on est audacieux, plus on paraît grand et puissant. Si l'on attaque comme le serpent, de façon soudaine, furtive et rapide, on inspire la terreur. En posant un acte audacieux, on crée un précédent. Désormais, quand ils auront affaire à vous, les gens seront sur la défensive. Ils redouteront votre prochaine attaque. Il est fatal de marcher au combat à reculons. Si vous agissez sans être totalement sûr de vous, vous mettez des obstacles sur votre chemin. Au moindre problème, vous allez tergiverser, voir des alternatives là où il n'y en a pas et vous créez des ennuis à loisir. C'est en fuyant le chasseur que le lièvre timoré se jette dans le filet. L'hésitation ouvre des brèches, l'audace les colmate. Plus vous prenez le temps de réfléchir, d'atermoyer, de vous tâter avant d'agir, plus vous en laissez à l'ennemi. Votre hésitation est contagieuse, elle suscite l'embarras, favorise le doute. L'audace comble de telles brèches. La rapidité de mouvement et l'énergie dans l'action ne laissent à l'adversaire aucune marge de doute ni d'inquiétude. Dans l'art de la séduction, l'hésitation est fatale. Elle dévoile vos intentions. L'audace jette dans vos bras l'objet de vos désirs. Elle ne lui laisse pas le temps de la réflexion. L'audace fait sortir du troupeau. L'audace donne de la stature et fait paraître plus grand que nature. Tandis que le timide se fond dans le paysage, l'audacieux polarise l'attention, et l'attention attire le pouvoir. On ne le quitte pas des yeux, curieux de son prochain coup d'éclat. Respect de la loi, exemple 1. En mai 1925, les directeurs des 5 principales entreprises françaises de récupération de métaux ferreux furent conviés à une réunion officielle, mais hautement confidentielle, avec un directeur général, représentant du ministère des Postes et Télégraphes. Cette rencontre se tiendrait non pas au ministère, mais à l'hôtel de Crillon, le plus bel hôtel de Paris à l'époque.
À leur arrivée, ce fut le fameux directeur général lui-même, M. Lustig, qui les accueillit dans une suite luxueuse du dernier étage. Les industriels ignoraient la raison de cette réunion, mais ils grillaient de curiosité. Après quelques rafraîchissements, le directeur s'expliqua. « Messieurs, dit-il, je vous ai convoqués pour une affaire urgente qui exige le plus grand secret. Le gouvernement envisage de démolir la tour Eiffel. » Les intéressés, stupéfaits, écoutèrent en silence l'exposé du directeur. La tour, comme cela avait récemment été révélé dans la presse, nécessitait d'importantes réparations. Elle avait été construite pour l'exposition universelle de 1889 et aurait dû être démontée aussitôt après. Son entretien représentait un lourd fardeau et en cette période de crise financière, le gouvernement n'en avait pas les moyens. Beaucoup de Parisiens considéraient d'ailleurs la tour Eiffel comme une horreur et seraient ravis d'en être débarrassés. Avec le temps, même les touristes l'oublieraient. Elle ne survivrait sur les photographies des cartes postales. « Messieurs, conclut Lustig, vous êtes tous invités à soumissionner. » Il leur remit des appels d'offres à l'entête du ministère, couverts de chiffres, dont, bien sûr, le poids en métal de la tour. Les industriels ouvraient de grands yeux, supputaient les profits. Puis Lustig les conduisit jusqu'à une limousine qui les emmena à la tour Eiffel. Arborant un badge officiel, il les fit passer en priorité devant la file des touristes et leur fit faire une visite guidée, pimentant sa promenade d'anecdotes amusantes. Après quoi, il les remercia et les pria de déposer leurs offres à son hôtel sous 4 jours. L'un des 5 soumissionnaires, un certain MP, fut avisé quelques jours plus tard que son offre était retenue. Pour confirmer la vente, il devait se présenter à la suite de l'hôtel dans les 48 heures avec un chèque certifié de 250 000 francs, 800 000 € environ, soit le quart du prix total. À la remise des arts, il recevrait un acte officiel de propriété. MP était tout excité. Son nom allait rester dans l'histoire pour avoir acheté et démoli ce hideux monument. Mais en arrivant à la suite du Crillon, il se prit à réfléchir. Pourquoi ces entrevues dans un hôtel et non au ministère? Pourquoi n'avait-il rencontré aucun autre haut fonctionnaire? Était-ce un canular? Une escroquerie? En écoutant Lustig discuter de la mise en œuvre de la démolition, il hésita et envisagea de se retirer. Soudain, son interlocuteur changea de sujet et de ton. Il se plaignait de son chiche traitement, de sa femme qui voulait à tout prix un manteau de fourrure, de l'ingratitude de cette mission difficile qui ne lui valait que peu de reconnaissance en haut lieu. MP comprit que ce M. Lustig lui imposait un dessous de table. Cela le rassura. Rien de plus normal. Il avait déjà eu affaire à des fonctionnaires corrompus. La confiance était revenue. MP lui glissa plusieurs milliers de francs en espèces, puis lui tendit le chèque certifié. En échange, il reçut un dossier complet, dont un impressionnant acte de vente. Il quitta l'hôtel jubilant, rêvant de renommée et de profits vertigineux. Les jours suivants, tandis que MP attendait une lettre du ministère, il commença à se douter que quelque chose n'allait pas. En quelques coups de fil, il sut qu'il n'y avait pas de directeur général du nom de Lustig, ni le moindre projet de raser la tour Eiffel. On l'avait juste soulagé de plus de 250 000 francs. Lustig avait levé le camp pour Vienne. MP ne porta jamais plainte. Humiliation mise à part, cela aurait été pour lui un suicide professionnel. Interprétation. Si le comte Victor Lustig, ce prodigieux escroc, avait essayé de vendre l'Arc de Triomphe, un pont sur la Seine ou la statue de Balzac par Rodin, personne n'aurait marché. Mais le coût de la tour Eiffel était trop énorme, trop impensable pour être soupçonné d'être une escroquerie. D'ailleurs, il était tellement improbable
que Lustig revint à Paris 6 mois plus tard et revendit la Tour Eiffel à un autre industriel, à un prix plus élevé encore, une somme équivalent à plus d'1,5 million d'euros aujourd'hui. Une échelle aussi démesurée égare l'œil. Elle distrait, effraie. C'est tellement énorme qu'on ne peut imaginer une tromperie. Voyez grand, voyez grandiose. Laissez libre cours à votre imagination. Si vous sentez que la victime a des soupçons, faites comme l'intrépide Lustig, qui, en sus, demanda un dessous de table et l'obtint. Outrepassez les bornes du culot, cela coupera court au doute et votre audace aura le dernier mot. Respect de la loi, exemple 2. En 1533, Vassili III, archiduc de Moscovie dans une Russie en voie d'unification, désigna sur son lit de mort son fils Ivan IV, âgé de 3 ans, comme successeur. Sa seconde épouse, la jeune Hélène, Helena Glinskaya, serait régente jusqu'à la majorité d'Ivan. Les grands féodaux, les boyards, se réjouirent secrètement. Depuis de longues années, Moscou ne cessait d'empiéter sur leur pouvoir. Avec la mort de Vassili III, un héritier âgé d'à peine 3 ans et une jeune femme sur le trône du Grand-Duché, les boyards rétabliraient leur prestige, prendraient le contrôle de l'État et humilieraient la famille régnante. Consciente de ces dangers, la jeune Hélène se tourna vers un ami de confiance, le prince Ivan Obolensky, pour l'aider à gouverner. Mais après 5 ans de régence, elle mourut subitement, probablement empoisonnée par des membres de la famille Chouïski, redoutable entre tous les boyards. Différents clans aristocratiques rivaux prirent alors le contrôle du gouvernement, dont les princes Chouïski, et jetèrent Obolensky en prison où il mourut de faim. À l'âge de 8 ans, Ivan, le prince héritier, était un orphelin méprisé. Quiconque, boyard ou membre de sa famille, s'intéressait à lui, était immédiatement banni ou liquidé. Ivan errait dans le palais, affamé, mal vêtu, dans la crainte perpétuelle d'être assassiné. Souvent, il se cachait des Chouïski qui le rudoyaient chaque fois qu'ils le voyaient. Certains jours, il le faisait chercher, le revêtait d'habits royaux, lui remettait un sceptre et l'installait sur le trône, une parodie pour tourner en dérision ses prétentions à la couronne. Puis il le chassait. Le petit Ivan était témoin des pires violences. Un soir, les boyards pourchassèrent le métropolite, le chef de l'église russe, à travers le palais. Celui-ci trouva refuge dans la chambre d'Ivan, qui vit avec horreur les Chouïski se ruer dans la pièce, hurler des insultes et passer le dignitaire à tabac. Ivan avait un ami au palais, le boyard Fédor Vorontsov, qui le consolait et le conseillait. Un jour cependant, tandis que Vorontsov et le nouveau métropolite conféraient dans la salle à manger, plusieurs Chouïski firent irruption, frappèrent Vorontsov et insultèrent le métropolite en déchirant ses vêtements. Puis ils bannirent Vorontsov de Moscou. Au cours de tous ces événements, Ivan avait gardé un silence total. Les boyards pensèrent que leur vexation avait eu l'effet escompté. Sous l'effet de la terreur, le jeune garçon était devenu un docile crétin. Ils pouvaient dorénavant l'ignorer et même le laisser seul. Mais le soir du 29 décembre 1543, Ivan, âgé de 13 ans, convoqua le prince Andreï Chouïski dans sa chambre. Quand le prince arriva dans la pièce, elle était pleine de gardes. Le jeune Ivan leur ordonna d'arrêter Andreï, de le tuer et de jeter son corps aux chiens de la meute. Les jours suivants, Ivan fit arrêter et bannir tous les proches du prince. Surpris par sa soudaine audace, les boyards furent terrifiés par ce jeune homme, le futur Ivan le Terrible, qui avait attendu 5 ans pour lancer cette action rapide et téméraire. Celle-ci lui assura le pouvoir pendant des décennies. Interprétation. Le monde est peuplé de boyards, des hommes qui vous méprisent, craignent votre ambition et s'accrochent jalousement à leurs bribes de pouvoir.
À vous d'établir votre autorité et de gagner le respect. Mais au moment où les boyards sentiront votre audace grandir, ils tenteront de vous barrer le passage. Dans une situation analogue, Ivan, lui, se fit discret, ne montrant ni velléité de pouvoir, ni ressentiment de leur haine. Il attendit son heure, et, le moment venu, s'assura le soutien des gardes du palais qui en étaient venus à haïr les cruels Chouïski. Puis, avec la rapidité d'un serpent, Ivan désigna sa victime, sans lui laisser le temps de réagir. En négociant avec un boyard, vous lui offrez des opportunités de gagner du terrain. Un petit compromis est la prise dont il a besoin pour vous écraser. En revanche, un acte hardi et soudain, sans discussion ni avertissement, ne lui laisse aucune chance et assoit votre autorité. Terrifiez les sceptiques et les méprisants, et vous gagnerez la confiance de ceux qui admirent l'audace. Respect de la loi, exemple 3. En 1514, Pietro Aretino, Pierre l'Arétin, âgé de 22 ans, travaillait comme domestique dans une riche famille romaine. Il avait de grandes ambitions d'écriture. Il voulait changer le monde avec sa plume, mais comment un simple laquais pouvait-il caresser de tels rêves? Cette année-là, le pape Léon X reçut du roi du Portugal une ambassade chargée de nombreux présents, dont le plus encombrant était un éléphant, le premier à entrer dans Rome depuis l'époque impériale. Le souverain pontife se prit d'affection pour l'animal, lui témoigna beaucoup d'attention et le combla de cadeaux. Mais en dépit de tous ses soins, l'éléphant, appelé Anneau, tomba gravement malade. Le pape convoqua des médecins qui administrèrent à l'éléphant 250 kilos de purgatifs, mais en vain. L'animal mourut et le pape en fut très chagriné. Pour se consoler, il commanda au grand peintre Raphaël un portrait grandeur nature de l'animal qui serait placé sur sa tombe avec l'inscription « Ce que la nature a pris, Raphaël par son art l'a rendu ». Les jours suivants, circula dans Rome un pamphlet intitulé « Les dernières volontés et le testament de Anneau l'éléphant », qui suscita une hilarité générale. À mon héritier, le cardinal Santa Croce, je lègue mes genoux pour qu'il puisse imiter mes génuflexions. À mon héritier, le cardinal Santi Quattro, je donne mes mâchoires pour qu'il puisse mieux dévorer les biens du Christ. À mon héritier, le cardinal Médicis, je donne mes oreilles pour qu'il puisse entendre tout ce qui se dit. Quant au cardinal Grassi, qui avait une réputation de débauche, l'éléphant lui léguait la partie appropriée de son anatomie. Le pamphlet anonyme poursuivait dans le même style, n'épargnant aucune personnalité de la ville, pas même le pape. Chacun était touché au point le plus sensible. Le texte se terminait ainsi. « Veillez à faire d'Aretino votre ami, parce qu'il n'est pas bon de l'avoir pour ennemi. Ces mots à eux seuls peuvent détruire le grand pape. Que Dieu vous garde tous de sa langue acérée. » Interprétation. Avec un seul libelle, l'Arétin, fils d'un pauvre cordonnier et d'une servante, devint célèbre. Tout le monde à Rome voulut savoir qui était cet audacieux pamphlétaire. Même le pape, amusé par sa témérité, le fit rechercher et le prit à son service. Au fil des ans, il fut surnommé le fléau des princes, et tous les grands de ce monde, du roi de France à l'empereur Charles Quint, apprirent à le respecter et à le craindre. La stratégie de l'Arétin est simple. Quand on est petit et inconnu comme David, il faut trouver un Goliath à attaquer. Plus la cible est éminente, plus on attire l'attention. Plus l'attaque est hardie, plus on se distingue de la foule et plus on se fait admirer. Beaucoup ont des idées pleines d'audace, mais n'ont pas le courage de les exprimer. Dites tout haut ce que le public pense tout bas. Ce qui est dans l'air du temps a beaucoup d'impact. Recherchez la cible la plus en vue possible et tirez votre coup le plus hardi. Le monde se réjouira du spectacle,
et honorera l'opprimé, vous, en lui offrant gloire et pouvoir. Les clés du pouvoir. La plupart des gens sont timorés. Ils souhaitent éviter les tensions et les conflits et veulent être aimés de tous. S'ils sont capables de concevoir une action audacieuse, ils la réalisent rarement, terrifiés qu'ils sont par ses conséquences possibles, par le qu'en dira-t-on, par l'hostilité qui risquerait de se déchaîner contre eux. On peut invoquer des préoccupations altruistes, le désir de ne pas blesser ou offenser les autres. En fait, c'est le contraire. La timidité est un signe de narcissisme, un souci de l'image que les autres perçoivent de nous. L'audace, à l'inverse, est un mouvement d'extraversion. Elle met les gens à l'aise parce qu'elle est moins centrée sur elle-même et moins réprimée. C'est particulièrement évident dans le phénomène de la séduction. Tous les grands séducteurs réussissent grâce à leur effronterie. L'audace de Casanova ne se manifestait pas par une cour osée, ni des déclarations fougueuses destinées à flatter la femme qu'il désirait, mais par son habileté à la convaincre de sa totale dévotion, à lui faire croire qu'il ferait n'importe quoi pour elle, fût-ce au péril de sa vie, ce qu'il fit effectivement plusieurs fois. La femme à laquelle il prodiguait toute son attention comprenait qu'il n'avait rien à lui cacher. C'était infiniment plus flatteur que des compliments. À aucun moment il ne faisait preuve d'hésitation ou de doute, tout bonnement parce qu'il n'en avait jamais. Lorsque quelqu'un vous fait la cour, une grande partie du frisson est due au fait que vous vous sentez emporté dans un tourbillon, momentanément hors de vous-même, délivré des doutes qui habituellement jalonnent votre vie. À partir du moment où le séducteur hésite, le charme est rompu, parce que vous devenez conscient du processus, de ses efforts délibérés pour séduire, de sa timidité. L'audace, elle, canalise l'attention vers l'extérieur et garde l'illusion vivante. Elle n'induit jamais la maladresse ou l'embarras. C'est pourquoi on admire les audacieux, on aime les côtoyer. Leur assurance est contagieuse et nous tire hors de notre morosité intérieure et de nos réflexions. Peu de gens naissent audacieux. Même Napoléon dut le devenir sur le champ de bataille où c'était une question de vie ou de mort. Dans les cercles mondains, il était gauche et timide. Mais il surmonta ce handicap et pratiqua l'audace dans chaque domaine de sa vie parce qu'il avait compris son immense pouvoir. L'audace, littéralement, grandit un homme, même petit de taille comme lui. Quant à Ivan le Terrible, un seul geste hardi fit d'un jeune garçon sans défense un jeune homme redoutable qui imposa son pouvoir de vie et mort. Développez votre audace. Cela vous sera souvent utile. Le meilleur terrain d'exercice est le monde délicat de la négociation, en particulier lorsqu'on vous demande d'estimer votre propre valeur. Bien souvent, on se dénigre en exigeant trop peu. Lorsque Christophe Colomb proposa à la cour d'Espagne de financer son voyage vers les Indes, il fit aussi la demande incroyablement hardie d'être nommé Grand Amiral de la mer Océane. La cour accepta. Il reçut ce qu'il avait demandé, être traité avec respect. Henry Kissinger savait lui aussi qu'à la table de négociation, il vaut mieux imposer d'emblée des conditions hardies que des demi-mesures. Placez donc votre barre assez haut, puis, comme le comte Lustig, montez-la d'un cran encore. Comprenez bien ceci. Si l'audace n'est pas naturelle, la timidité ne l'est pas non plus. C'est une habitude acquise qui résulte d'un désir d'éviter le conflit. Si la timidité vous a en son pouvoir, déracinez-la. Vos craintes des conséquences d'un acte hardi sont disproportionnées par rapport à la réalité. Celles de la timidité sont pires encore. C'est au détriment de votre valeur, et cela vous fait entrer dans un cercle vicieux de doutes et de catastrophes. Souvenez-vous, il est facile de masquer les problèmes entraînés par un acte audacieux, parfois même par une audace plus grande encore. Image, le lion et le lièvre. Le lion ne laisse rien au hasard. Ses mouvements sont fulgurants, ses mâchoires impitoyables.
Le timide lièvre tente à tout prix d'échapper au danger, mais dans sa hâte de fuir et de battre en retraite, il tombe dans les pièges et se jette droit dans la gueule de son prédateur. Autorité. Je juge certes ceci, qu'il est meilleur d'être impétueux que circonspect, car la fortune est femme, et il est nécessaire à qui veut la soumettre de la battre et la rudoyer. Et l'on voit qu'elle se laisse plutôt vaincre par ceux-là que par ceux qui procèdent avec froideur. Et c'est pourquoi toujours, en tant que femme, elle est amie des jeunes, parce qu'ils sont moins circonspects, plus hardis, et avec plus d'audace la commandent. Nicolas Machiavel, 1469-1527, Le Prince. Traduit par Jean-Vincent Périès. A contrario, l'audace ne constitue pas une stratégie en soi. C'est un instrument tactique que l'on doit utiliser au bon moment. Planifiez et réfléchissez, que l'exploit audacieux ne soit que le couronnement décisif de votre action. En d'autres termes, puisque l'audace est le fruit d'un apprentissage, c'est aussi un talent que vous devez apprendre à maîtriser et à utiliser à bon escient. Tracer sa route armée de sa seule audace serait épuisant et fatal. Vous offenseriez trop de monde. Voyez ceux qui n'ont su la contrôler. Ainsi, Lola Montez. Son intrépidité lui fit remporter des triomphes, comme de séduire le roi de Bavière. Mais ses excès lui valurent aussi de grands échecs, en Bavière, en Angleterre, partout où elle séjourna, pour enfin lui faire passer les bornes de la cruauté, puis de la folie. Ivan le Terrible de même. Comme l'audace lui avait réussi, il en fit usage tout au long de sa vie, aveuglément, jusqu'à la violence et au sadisme. La timidité n'a pas sa place dans le domaine du pouvoir. Cependant, il peut être utile de savoir la feindre. Ce n'est plus alors de la timidité, mais une arme offensive. Vous trompez les gens pour les attaquer d'autant plus hardiment plus tard.